Palestrante é um historiador francês, é especialista da temática da propaganda e manipulação social pela imagem. É um antigo membro da Escola Francesa de Roma, é professor na Universidade de Paris II e no Instituto Français de Presse. É também diretor do Mídia e Mondialização. O seu trabalho incide nas temáticas da cultura e iconografia política. É também ainda cofundador do grupo de estudo sobre as imagens estáticas e dirigiu também o Instituto de História Contemporânea. Escreveu a obra Uma Breve História do Século XXI, sendo particularmente representativo da abordagem da história do tempo presente. Possui uma diversa carreira televisiva, participando em diversas emissões nos canais franceses. Ainda desde 2015 é colunista recorrente do talk show de Follin Hebdo, apresentado por Sébastien Follin. On m'a demandé, peut-être c'est mieux si je me mets là, mais je trouve toujours étrange de faire une leçon en étant derrière la chaire. Donc je vais peut-être me mettre comme ça et progressivement bouger. On essaie de régler la projection. C'est l'occasion pour moi de remercier la grande partie des intervenants qui ont parlé jusqu'à présent et qui... presque. C'est ça, c'est bon. On va commencer comme ça. Ça s'affiche. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Ah, en revanche. Alors, vous le voyez, le thème de cette conférence, c'est la question du terrorisme. Donc j'en profite pour remercier les autorités de Madère, l'université de Madère, l'université Aberta de Lisbonne et les différentes personnalités que nous avons entendu parler tout à l'heure. Et je voudrais avoir un petit mot particulier pour José Eduardo Franco et pour la chaire de l'Infando Henrique. L'Infando Henrique dont j'ai découvert pour la première fois la statue ici à Madère, puisque c'est la première fois que je viens ici, donc c'était une émotion particulière. On m'a demandé de faire cette conférence sur le terrorisme pour une raison relativement simple. Si vous regardez les événements qui se sont déroulés ces derniers mois en France, le sujet du terrorisme vous paraît comme une évidence. Le 7 janvier 2015, deux frères, deux terroristes, sont entrés dans la rédaction d'un journal satirique français qui s'appelle Charlie Hebdo et ont tué pratiquement les 2/3 de la rédaction de ce journal qui était réunie pour une conférence de rédaction, donc 12 morts. Et ils sont sortis de l'immeuble. Il y a eu ensuite une course-poursuite qui a duré quelques jours. Et 2 jours plus tard, il y a eu un autre attentat dans un supermarché juif de Paris. Et là encore, on a eu une nouvelle série d'exécutions. Donc, en France, dès le début de l'année 2015, la question du terrorisme a été très forte. Et puis, on a un peu oublié. On a un peu oublié jusqu'à un soir du 13 novembre, le 13 novembre 2015. Il y avait un match de football au Parc des Princes. Et donc, il y avait toute l'atmosphère classique d'une fête un peu automnale. Et puis, vers 21h, on a commencé à avoir des informations qui sont montées, comme quoi quelques personnes auraient tiré sur les terrasses d'un café. Et puis à 10h, on a appris qu'il y aurait peut-être une prise d'otage en cours dans une salle de concert. Et en fait, on s'est rendu compte à 11h qu'on était face à un événement dramatique, un attentat qui avait lieu sur plusieurs sites et qui, au total, a fait, c'est un chiffre qui est important à garder en tête, 130 morts. 130 morts, c'est-à-dire un peu moins que, je crois, les 190-195 morts des attentats de Madrid en 2004. Donc, la question du terrorisme, vue de France, est une question qui est aujourd'hui extrêmement cruciale, extrêmement centrale. Mais vue de Madère. Vue de Madère, cette question pourrait paraître lointaine, peut-être même un peu exagérée,
Or, vous le savez comme moi, le Portugal, maintenant, est lui aussi devenu une cible. En tout cas, officiellement, puisque en France, on dit Daesh. Je crois qu'ici, vous avez tendance à plutôt prendre l'acronyme anglo-saxon, c'est-à-dire ISIS, pour parler de l'État islamique. Et vous savez comme moi qu'il y a eu, cette année, pour la première fois, je crois, l'inscription du Portugal comme pays croisé. Donc, comme pays occidental, menaçant l'État islamique et donc menacé par lui. Donc, dans ce contexte, et en essayant un petit peu d'élargir notre point de vue, on peut se dire que Madère, qui est un carrefour entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, qui reçoit énormément de touristes, qui a toujours partagé l'histoire du monde, eh bien, va connaître, elle aussi, directement ou indirectement, cette crise du terrorisme. Et donc, si j'ai voulu prendre ce sujet que m'a suggéré José Eduardo Franco, du terrorisme, de la propagande et de la globalisation, c'est parce que précisément, il y a un lien assez ancien entre l'activité terroriste et ce qu'on pourrait appeler l'influence internationale, la réputation internationale. On peut même dire que chacune des grandes étapes de l'histoire de la globalisation a été marquée par une crise terroriste. Ce qu'on appelle la première globalisation, à la fin du XIXe siècle. Le moment où, vous savez, on va avoir des compagnies transatlantiques qui commencent à avoir du matériel frigorifique, donc qui peuvent transporter de la viande. Le moment où on va avoir beaucoup d'immigration. L'immigration liée à la colonisation, le Portugal a eu aussi ses colonies, qui étaient plus anciennes, mais dont une partie du peuplement s'accélère au XIXe siècle. Mouvement de population extrêmement fort aussi entre l'Europe et les Amériques. On considère que dans cette phase de la globalisation, c'était à peu près 7% de la population mondiale qui a bougé. Dans notre mondialisation, c'est seulement 4% de mouvement de la population mondiale. Donc, une première mondialisation à la fin du XIXe siècle, le bateau, on tire le câble transatlantique entre Londres et New York, donc on a un lien, on tire un autre câble qui va traverser l'océan pour aller jusqu'à Delhi, jusqu'en Inde. Vous savez qu'il va falloir seulement 4 heures pour que le monde entier apprenne l'existence et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. 4 heures. Et ça fait le tour du monde. Bon. Donc, on a cette première phase de mondialisation. Mais quand on regarde cette première phase de mondialisation, elle est qualifiée par une vraie crise terroriste. Et je dirais même que c'est le moment où on a inventé la notion de terrorisme. Ces terroristes, c'était pour la plupart ceux qu'on appelle des anarchistes ou des populistes. Populistes pour la Russie. Nous, en Europe de l'Ouest, on a plus tendance à parler des anarchistes. Et là, c'est la couverture d'un événement qui a été très important en France, qui est l'attentat mené par un anarchiste qui s'appelle Caserio, qui tue le président de la République française, qui s'appelait Sadi Carnot. On est en 1894 et on est au cœur de cette crise anarchiste. Alors, si je veux parler de ce terrorisme-là, vous avez compris, et de cette première phase, avant de venir à celle qui nous concerne davantage, c'est parce qu'elle établit un lien entre l'attaque, l'attentat et la publicité, la propagande. C'est un débat qu'il y a eu dans le mouvement anarchiste dès les années 1850. La question est la suivante. Comment faire, à l'heure où nous sommes en train de devenir un monde complet, comment faire pour mobiliser les masses? Comment faire pour mobiliser les ouvriers? Certains disent qu'il suffit de faire ce que je fais maintenant. Il suffit de parler. Il suffit d'éduquer. La bonne propagande, disent une partie des anarchistes et une partie des socialistes, consiste à éduquer. Mais d'autres partent du principe que ce système et cette logique d'éducation est trop lent. Et très souvent, d'ailleurs, l'éducation est tenue par les États. Donc il faut trouver un autre moyen. Un autre moyen de faire comprendre aux puissants, aux chefs d'État, aux princes,
au tsar, au roi, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, que les peuples peuvent agir. Les populistes russes vont tuer le tsar. Les anarchistes italiens vont tuer un roi, Umberto I. Et les Français, anarchistes, français et étrangers, vont réussir à tuer un président de la République. Leur idée est que on peut faire, et c'est une expression d'un anarchiste italien qui va ensuite devenir socialiste, qui s'appelle Andrea Costa, en 1877, il dit voilà, notre action, ça va être la propagande par le fait. La propagande par le fait. Et cette idée est simple, en tuant un ennemi puissant, nous semons la terreur, le mot est là, nous semons la terreur parmi les élites, et dans le même temps, nous donnons aux masses la conscience de leur puissance. Donc cette idée du lien entre terrorisme et propagande, elle est fondée à ce moment-là. Mais j'allais dire, ils vont avoir un double effet, un double bonus. Parce que non seulement il va y avoir l'attentat qui sème la terreur, mais il va y avoir la reprise par la presse, à laquelle ils n'avaient pas immédiatement pensé. La reprise par la presse, la reprise par les médias de l'époque, là c'est le Petit Journal, c'est un quotidien qui est un des plus vendus en France à cette époque, c'est le supplément illustré, donc avec des dessins de couleurs, et donc avec cette médiatisation, il y a un deuxième effet qui se produit, l'acte terroriste prend encore plus d'importance et il devient le moyen d'exercer une influence, pas seulement sur les masses de son pays, mais aussi à l'étranger. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a une autre couverture que je veux que vous voyez qui vous montre que dès la première mondialisation, on est... Alors, hop, je prends ça et je mets ça. Là, voilà. Donc dès la première mondialisation, vous avez ici un attentat effectué à Barcelone, dans le théâtre, et vous voyez qu'on est déjà dans une logique qui n'est pas très loin de celle que j'ai décrite à Paris le 13 novembre, dans la salle de concert du Bataclan, explosion et tir à l'arme automatique. Là, on a une bombe qui est lancée sur la foule dans le théâtre. Et cette nouvelle, d'une information qui est en Espagne, passe en France et ce n'est pas mis en conscience qu'il y a une crise internationale anarchiste, qu'il va y avoir une instance, ça peut faire sourire, une instance qui va organiser une conférence internationale anti-anarchiste, qui va réunir des commissaires de police du monde entier, qui va réunir des ministres du monde entier. Tous les spécialistes du terrorisme anarchiste se réunissent sous l'influence de qui? Sous l'influence du Vatican. C'est le pape qui organise la conférence anti-anarchiste. Et on décide de prendre des mesures simples. Et vous voyez que déjà, les mêmes logiques sont à l'œuvre. Avoir un meilleur contrôle aux frontières. Essayer de faire que les personnes qui sont mobiles, les gens du voyage, les travailleurs frontaliers, soient contrôlés et aient des papiers. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il faut pouvoir identifier. Et donc, dès cette époque, la conférence anti-anarchiste va organiser une coopération internationale des polices. Ça veut dire que l'Allemagne et la France, par exemple, qui ne se supportent pas, vont être quand même d'accord pour se transmettre les informations sur les anarchistes. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une internationalisation, un problème de conscience politique, une action terroriste et des réactions qui sont prises par les États pour essayer de limiter l'impact des anarchistes, donc l'impact idéologique, et les actes des anarchistes, c'est-à-dire des attentats. On va avoir d'autres crises dans le courant du XXe siècle. Je pense que vous les avez en mémoire. Vous vous rappelez sûrement les grandes crises d'attentats, de terrorisme nationaliste.
au moment de la décolonisation. Ça a touché le Portugal, il y a eu des attentats. Nous, en France, on a eu beaucoup d'attentats pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu, de notre point de vue en France aussi, un moment où les attentats sont considérés comme légitimes. Crise nationaliste, la France est occupée entre 1940 et 1944. Qui fait des attentats? Les résistants français. Donc, dans ces mouvements du XXe siècle, la question du terrorisme nationaliste a été quelque chose de fondamental. Et puis, il y a eu une étape que vous avez forcément encore en mémoire, ou en tout cas qui a fortement marqué la conscience européenne. C'est ce que nous avons appelé le terrorisme internationaliste. Alors bien sûr, le Portugal à l'époque avait un régime suffisamment fort pour ne pas être frappé par ce type d'attentat. Mais si vous regardez les autres pays d'Europe de l'Ouest, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit la Belgique, tous ont connu des attentats d'extrême gauche. C'est le moment où il y a die Rote Armee Fraktion en Allemagne, le moment où il y a les Brigate Rosse en Italie, le moment où en France nous avons Action Directe, qui font des attentats de nature différente. Certains tuent des personnalités puissantes, c'est plutôt le choix d'Action Directe. Certains font des attentats à la bombe, c'était le point de départ de l'extrême gauche italienne en 1969, vous vous souvenez, on fait des attentats à la bombe pour faire sauter des pylônes électriques. D'ailleurs, un grand éditeur, Giacomo Feltrinelli, un éditeur qui avait envie de montrer qu'il allait lutter contre l'État totalitaire italien, meurt en essayant de faire sauter un pylône électrique. L'explosion a lieu trop tôt. Bon. Donc on a eu ce terrorisme internationaliste, et si je le traite comme tel, c'est que ce terrorisme internationaliste inclut aussi des mouvements du tiers-monde. Je vous rappelle que le FPLP notamment est aidé par la Rote Armee Fraktion pour faire l'attentat de Munich, la prise d'otage de la délégation israélienne pendant les Jeux Olympiques. Donc on est vraiment dans une logique où on se dit que on va agir à l'échelle internationale, on ne va pas agir dans son propre pays, on va agir dans un autre pays pour provoquer un impact extrêmement fort de la presse. On va essayer aussi de troubler les mouvements naturels de circulation, donc on va s'en prendre aux avions, on va s'en prendre aux instances aussi du gouvernement, prise d'otage de l'OPEP. Donc on va avoir une crise qui est extrêmement lourde et qui est restée dans la mémoire de certains pays comme un moment presque fondateur en termes de lutte antiterroriste. C'est pendant cette période qu'on met en place, au milieu des années 70 en Allemagne, un nouvel organisme de traque des organisations subversives. C'est à ce moment-là qu'on crée l'organisme de police fédérale allemand, le Bundeskriminalamt, qui n'existait pas auparavant. Donc vous voyez que chaque crise terroriste amène à des réactions, amène à des transformations. Et donc, nous sommes entrés dans une autre phase de terrorisme et d'attentat. Quand commence-t-elle? Quand faire commencer cette nouvelle crise terroriste? Pour les Américains, souvent, la date qu'ils prennent, c'est la définition par le président Bush, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, de ce qu'il a appelé la guerre contre le terrorisme, the war on terror. On peut prendre cette date-là, mais c'est plus politique qu'historique. Si on veut vraiment être historien, il faut remonter presque 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, il se passe un événement auquel, je crois, plus d'une centaine de pays ont participé, qui est l'intervention contre l'Irak qui venait d'envahir le Koweït. À la suite de cette intervention, en 1990-1991, les États-Unis vont laisser stationner des hommes en Arabie Saoudite. Et ça va déclencher la colère d'un groupe qui jusqu'à présent avait été soutenu par les États-Unis parce qu'ils avaient lutté en Afghanistan contre l'Union soviétique. Ce groupe, vous le savez, c'est Al-Qaïda, dirigé par Oussama Ben Laden, qui, à partir de 1991, considère que la présence de non-musulmans, ceux qu'il appelle les infidèles, ceux qu'il appelle les croisés,
sur la terre sacrée du prophète, sur la terre sacrée de Mahomet, eh bien, est une souillure. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à déclencher une série d'actions contre les États-Unis. Attentats à Aden, attentats aussi à Addis Abeba, attentats contre des intérêts américains à chaque fois, hein, des ambassades, des bateaux. Premier attentat du World Trade Center au milieu des années 90. Attentat contre le centre de la CIA à Washington. Donc vous voyez que l'histoire de ces attentats, l'histoire de ce terrorisme commence bien avant 2001. Et au fond, 2001, c'est le moment où cette branche réussit son plus gros coup, avec plus de 3000 morts. Et si je parle de cette branche, c'est parce que vous savez comme moi qu'une bonne partie de ceux qui aujourd'hui constituent l'état-major d'ISIS, l'état-major de Daesh, viennent en réalité de Al-Qaïda Irak, qui ensuite passe en Syrie, et à partir de 2006 a un autre nom, un autre acronyme, puisqu'il a une base territoriale. C'est très important d'avoir présent ça à l'esprit. Et donc cette base territoriale va être le point de départ pour revendiquer une souveraineté, un État islamique au Levant, et à partir de là pour entrer en guerre avec un certain nombre d'acteurs limitrophes, 2 États au moins, la Syrie et l'Irak. Et cet État va utiliser une troisième arme. Vous savez, c'était un professeur de Harvard, Harold Laswell, qui disait en 1927 dans un livre sur la Grande Guerre, il disait il y a 3 armes dans une guerre. Il y a l'arme économique, l'arme militaire, et la troisième arme, c'est la propagande. Et on peut dire que Daesh va utiliser ces mêmes armes en insistant particulièrement sur les opérations militaires et la propagande. Et donc, Daesh va mettre en place des outils pour une propagande internationale. L'un des outils que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est... Voilà. Et il faut que je me fasse en plein écran. Voilà. L'un des outils, je reviendrai après sur les autres parce que c'est très intéressant par rapport à ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. Pas de chance, ça s'est débranché. Je vous mets cette image, mais c'est important pour développer cette idée d'une stratégie internationale. C'était une blague. Voilà. L'un des outils qui est utilisé, merci de... Après, regardez bien parce qu'après il faut la libérer. Ouais. Donc, l'un des outils que Daesh, ISIS utilise, ce sont des magazines. Je crois que en termes de propagande, il y a eu des tentatives un peu similaires. Al-Qaïda a essayé d'avoir un magazine qui a beaucoup moins tenu. Mais ce qu'il y a de très frappant, c'est que Daesh fait ses magazines en plusieurs langues. Le nom de ce magazine en arabe, c'est Dabiq. Mais en français, le titre qui a été choisi, c'est Dar al-Islam. Il y a une version en anglais, il y a une version en arabe, il y a une version en turc, et il y a eu quelques numéros, quelques parties de numéros qui ont été traduits en espagnol. Mais il n'y a pas une série complète de publications en espagnol. Donc, si je mentionne toutes ces langues, c'est bien parce que ça vous permet de comprendre l'objectif de Daesh, qui est de parler à un certain nombre de gens, d'avoir un relais de propagande qui, par ailleurs, fait l'apologie du terrorisme, donc l'apologie des attentats. Dans le premier numéro de Dar al-Islam, on vous décrivait comment composer votre bombe. On vous décrivait comment fonctionnent les armes automatiques. Donc le fusil AK-47,
quelles sont ses qualités, quelles sont ses faiblesses, pourquoi est-ce que c'est une arme aussi intéressante, pourquoi c'est celui que nous devons à cet ingénieur soviétique, aujourd'hui disparu, mais qui a fait l'arme la plus vendue au monde, c'est la Kalachnikov. Donc, il y avait un épisode là-dessus. On raconte dans ce magazine énormément de choses sur la vie quotidienne dans l'État islamique. On raconte les qualités éminentes des femmes. Et je dis ça parce qu'on a dit que nous avions lancé ce projet de chaire d'analyse globale dans lequel, bien évidemment, la question du genre est présente. Et on peut dire qu'eux aussi ont une vision du genre, ont une vision genrée. Donc, ils décrivent la vie des femmes des martyrs. Donc, si vous faites un attentat suicide, ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de votre femme. Elle vivra bien, elle sera heureuse. Si vous avez des enfants, nous nous en occuperons. Donc, vous comprenez qu'il y a non seulement des aspects doctrinaux, donc on vous explique beaucoup de choses sur l'islam, sur leur vision de l'islam, mais il y a aussi une vision psychologique. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on doit déclencher des vocations. On doit donner envie de participer à des actes terroristes. Et si j'ai voulu insister sur ces différentes langues, c'est parce que, au fond, il y a une stratégie double de la part de cette organisation. Les attentats doivent avoir une double fonction. La première fonction, comme au XIXe siècle, c'est ça qui est intéressant, c'est faire peur à l'adversaire, faire peur à l'ennemi. Nous sommes, juste parce que nous sommes ce que nous sommes, pas parce que nous faisons quelque chose. C'est pour ça que même Madère est concernée. Il n'y a pas de troupes portugaises en Syrie. Il n'y a pas de troupes portugaises en Arabie Saoudite. Mais ce que vous êtes, ce que nous sommes, des gens qui aiment les plaisirs, des gens qui vivent pas forcément dans la crainte de Dieu, des gens qui ne font pas 5 prières par jour, des gens qui ne croient pas qu'il faille faire obligatoirement un pèlerinage à la Mecque, ce qui est leur définition, donc ce que nous sommes, simplement ce que nous sommes, c'est important cette notion, eh bien pour eux est détestable. Et donc nous devons être détruits, attaqués, effrayés pour ça. Et si nous sommes suffisamment effrayés, en principe, nous devrons nous soumettre à eux. Et la reconnaissance de notre soumission, dans la théorie qu'ils développent eux, dans la théorie du califat, c'est le paiement du tribut. Nous devrions reconnaître leur puissance et leur payer un tribut. C'est ça leur théorie. Donc, on doit nous détruire, mais il se trouve que nous ne sommes pas si homogènes que ça. On a des gens de confessions différentes. En France, au Portugal, aux États-Unis, il y a des gens qui ont des pratiques religieuses très différentes. Des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des bouddhistes. Et donc, puisqu'il y a des musulmans, l'un des objectifs de Daesh est d'essayer de convaincre ces musulmans qu'ils ne peuvent pas vivre en paix avec les autres religions. Donc les attentats ont aussi pour objectif de semer le trouble au sein des populations des États attaqués afin que la majorité se retourne contre les musulmans et qu'à ce moment-là, eh bien, il y ait des formes encore plus radicales de discrimination, d'opposition, et que donc on en arrive, c'est leur rêve ultime, à la guerre civile, à la séparation. Et donc, il y a encore un autre objectif derrière cette propagande, c'est pour ça qu'on l'a traduit dans la langue de gens qui ne parlent pas forcément arabe. L'objectif, c'est aussi un objectif de recrutement, de recevoir de nouveaux adhérents, soit parmi les musulmans qui parlent arabe dans les pays occidentaux, soit parmi les gens comme vous et moi. Enfin, moi, je n'ai pas été élevé dans la religion musulmane, mais je ne parle pas l'arabe non plus, je ne le lis pas non plus, mais je pourrais être intéressé parce que ma vie est un peu vide, parce que je suis en échec, ben je pourrais être intéressé par l'idée de donner un sens à ma vie en rejoignant les rangs de cette organisation. Donc ça, c'est fondamental, et c'est peut-être ce qui, du point de vue de la globalisation, est le plus intéressant, et je le dis en regardant ici le directeur du MITI, c'est que
on a aujourd'hui une mondialisation qui repose aussi très largement sur un système technique, un système technologique, un langage qui est le langage numérique. Et donc, cette nouvelle génération de terroristes a aussi pour ambition d'utiliser les outils numériques pour faire la même propagande que là, j'ai mis sous forme de papier, mais en réalité, ces exemplaires, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les avoir sous forme, sous votre tablette ou sur votre ordinateur. On va créer de nouveaux liens par le numérique avec ces communautés visées. Et au fond, on voit très bien comment cette logique terroriste est totalement insérée dans la mondialisation technique, dans la mondialisation culturelle. Et ce qu'il y a d'important à considérer, parce qu'on insiste beaucoup sur ce que je viens de dire, le côté propagandiste, les vidéos qui montrent des exécutions, les vidéos qui montrent des destructions de lieux antiques, de lieux historiques comme Palmyre. Mais on oublie de dire que face à cette crise propagandiste, nous avons une réaction. Nous avons des réactions. Et on pourrait même mettre nos réactions en parallèle des réactions psychologiques qu'on éprouve face à un deuil. Vous savez, on dit qu'en psychologie, quand on a été frappé par un deuil, on passe par des phases successives. Il y a une première phase qui est le déni. On refuse d'admettre la perte de l'être cher. Il y a une deuxième phase qui est la colère. On est absolument en rage d'avoir perdu l'être aimé. Et puis il y a une troisième phase qui est un peu de dépression, qui est la phase vraiment où la tristesse vous abat. Avant finalement d'en arriver à la phase ultime, qui est l'acceptation. Ce qu'il y a de très frappant, et c'est pour ça que je le dis ici, avec peut-être plus d'intensité que dans d'autres pays, c'est cette question du déni. Dans beaucoup de pays, on refuse d'admettre qu'on est rentré dans une crise terroriste qui va durer et qui a des effets en profondeur sur nos mentalités. Vous n'êtes pas encore touché. Vous ne vous imaginez pas menacé. Et puis ensuite, il y a cette deuxième phase, quand les attentats ont eu lieu, quand les attaques ont eu lieu. Cette phase qui alterne colère et tristesse. Cette phase où on voit des gens jeter des bombes incendiaires sur des mosquées, des gens regarder sévèrement les musulmans quand ils sortent de leur mosquée ou quand ils sont dans le métro, regarder les barbus avec un air soupçonneux. C'est un hipster ou c'est un musulman? Vous voyez ce que je veux dire? Cette phase dans laquelle on part un peu dans tous les sens sous l'effet de la colère, cette phase dans laquelle le chef de l'État français décide le 14 novembre, pourquoi, on ne sait pas, mais il décide le 14 novembre qu'on doit avoir une nouvelle vague d'attaques aériennes sur Raqqa. On va bombarder Raqqa. Quel est l'intérêt stratégique d'utiliser ces missiles pour ça? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va faire cesser les attentats en France? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il était à l'unisson de ce que nous étions. Moi, le 14 novembre, quand on m'a dit que les avions décollaient, j'étais content. Je trouvais ça normal. La vengeance. Mais l'efficacité est nulle. Et donc, il faut attendre qu'on accepte de passer à la phase suivante. La phase d'acceptation. La phase d'acceptation qui, en réalité, est la phase de prise de responsabilité. Celle qui fait que nous nous rendons compte que nous sommes face à un problème durable et que les habitudes que nous avions par rapport à un monde sûr, par rapport à un monde tranquille, doivent être changées. Et pour en arriver à cette acceptation et à cette prise de responsabilité, il est fondamental de passer par des étapes d'analyse, d'étude et donc d'enquête. Et c'est pour cela que je suis très heureux que la chaire d'études globales nous permette de réfléchir ensemble aux problèmes du monde contemporain.